Donc on va parler d'infrastructure as code et plus particulièrement d'un outil qui s'appelle Terraform. Alors Terraform, c'est un outil qui a pour but de gérer de l'infrastructure cloud. Quand on parle de gérer de l'infrastructure cloud, on parle de gérer des ressources. Tout d'abord sur un outil qui s'appelle Amazon, on va pouvoir créer des machines virtuelles, créer des firewalls, créer des réseaux sur Amazon. Mais cet outil va être aussi capable de gérer des infrastructures cloud sur d'autres types de cloud providers, par exemple Microsoft, par exemple Google. Donc ici, on retrouve les trois grands cloud providers publics. Et au fur et à mesure, Terraform s'est exporté vers d'autres terrains, du private cloud, OpenStack, mais aussi Kubernetes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être capable de gérer avec Terraform des ressources Kubernetes. On va être capable de créer des pods, de créer des services avec Terraform. Et encore plus récemment, Terraform s'est écarté de son but premier de gérer de l'infrastructure cloud pour aller vers d'autres types de providers. Par exemple, avec Terraform, on va être capable de gérer des dashboards Grafana, on va être capable de gérer des organisations GitHub, on va être capable de gérer des bases de données MySQL avec Terraform, ou encore plus exotique, on va être capable de créer des tickets Jira, de gérer des tickets Jira avec ce même outil. Et finalement, le point commun entre ces différents providers, comme ce sont des providers au sens Terraform, c'est plus qu'ils soient des outils d'infrastructure, mais c'est plutôt qu'ils exposent des API. Et donc, quand on vient définir Terraform, en tout cas la société éditrice de Terraform le définit plutôt comme un outil où on va être capable de codifier des API. Codifier des API, c'est-à-dire avoir un langage de configuration, un langage, donc c'est du code, qui va être à la fois éditable, donc on va pouvoir l'écrire, l'éditer, on va pouvoir le partager, on va pouvoir faire des reviews, on va pouvoir le versionner. Et dans le monde de l'infrastructure, c'est ce qu'on appelle de l'infrastructure as code. Donc c'est gérer son code d'infrastructure comme du code logiciel classique, avec toutes les méthodes, toute la méthodologie qu'on retrouve dans le monde logiciel standard. Et c'est pour ça qu'on dit que Terraform est un outil d'infrastructure as code. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est Terraform. On va s'intéresser déjà au produit. Donc Terraform, le premier commit, il date de mai 2014, donc ça a plus de 4 ans et demi maintenant. Donc c'est un outil qui, on peut le dire, il est plutôt mature pour le marché. C'est un outil qui est édité par une société. Cette société s'appelle HashiCorp. Je pense que tout le monde a déjà utilisé des outils d'HashiCorp. Je pense que vous avez déjà utilisé Vagrant, qui va vous permettre de créer des machines virtuelles de test. Vous avez déjà dû peut-être utiliser Packer, qui va être un gestionnaire de packaging. On s'en sert beaucoup pour créer des images de machines virtuelles sur le cloud. HashiCorp a aussi d'autres outils comme Vault, par exemple un coffre-fort de secrets, comme Nomad, un orchestrateur de conteneurs, et donc comme Terraform, qui est un outil d'infrastructure as code. Alors sur le produit Terraform, on retrouve aujourd'hui à peu près 1230 contributeurs. En tout cas, c'est les sources GitHub. Dans ces 1230 contributeurs, on retrouve des développeurs d'HashiCorp, parce que HashiCorp est une société qui a des développeurs. Mais on retrouve aussi des développeurs des principaux providers. Si on prend le provider Google, donc l'intégration Google dans Terraform, ce sont des développeurs de Google qui viennent maintenir le produit. Chez Amazon, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que c'est les cloud providers maintenant qui viennent maintenir l'intégration avec Terraform pour que ce soit toujours à jour. Sur les versions de Terraform, on est dans une version 0.11.8. Ça peut paraître bizarre parce que finalement ça fait 4 ans que le produit est sorti. Ça aurait pu être en version 1. quelque chose ou 2. quelque chose. Mais finalement c'est une politique de Terraform d'attendre très très longtemps avant d'avoir une version 1. Et ça se présente sous la forme d'un binaire Go. Donc c'est-à-dire que c'est un binaire que vous avez téléchargé sur votre poste qui se présente d'un point de vue utilisateur comme un outil en ligne de commande. Donc ça va être un CLI sur lequel on va faire des démonstrations tout à l'heure. Donc c'est une CLI que vous venez télécharger. On va encore rentrer plus dans le détail de Terraform. On va parler des principaux composants de Terraform. Donc quand vous faites du Terraform, vous manipulez 3 choses. Déjà, vous manipulez un provider, donc tout là-haut. Un provider, c'est Amazon, c'est Kubernetes, c'est potentiellement Grafana, enfin c'est les providers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous allez créer, manager des ressources sur ce provider. On parle d'un deuxième composant qui s'appelle une topologie. Une topologie, c'est un ensemble de code que vous allez gérer de manière unitaire. C'est-à-dire que vous allez déployer tout un ensemble de ressources en même temps. Vous allez modifier ces ressources en même temps, supprimer ces ressources en même temps. Et c'est ce qu'on appelle une topologie. Et dernier élément qu'on retrouve seulement dans Terraform, en tout cas sur cet état, c'est un TF state. Un TF state, c'est un état.
Donc Terraform va garder en mémoire ce qu'il a déjà géré avec votre code. Par exemple, si vous avez créé une machine virtuelle, eh ben, il va enregistrer le fait que vous ayez créé cette machine virtuelle avec un ID. Et comment ça marche ensemble, ces trois éléments? Déjà, quand vous allez appliquer votre code, vous allez commencer par récupérer l'état, le dernier état que vous avez déployé. Comme ça, vous allez récupérer les dernières ressources que vous gérez avec ce code-là. Ensuite, Terraform va appeler les API. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le moyen que Terraform a de dialoguer avec les providers. Donc, il appelle les API pour venir créer, pour venir modifier, pour venir supprimer des ressources en fonction de votre code et de l'état qu'il a en mémoire. Et au final, il vient repousser cet état pour que vous ou un développeur de votre équipe, quand il vient réexécuter le même code, il puisse récupérer cet état. On reviendra plus en détail tout à l'heure sur ce schéma. Il est un peu synthétique et on ira l'approfondir tout à l'heure. Alors, je vous ai parlé d'infrastructure as code, et dans infrastructure as code, il y a le mot code. Quand un outil d'infrastructure as code arrive, il y a deux moyens d'avoir du code. Le premier, c'est d'utiliser un langage existant. Quand on pense à Ansible qui fait du YAML, c'est un langage qui était déjà là avant Ansible. Et Terraform, lui, arrive avec son propre langage, qui s'appelle les HCL, les HashiCorp Configuration Language, donc qui est un langage maison, c'est un langage qui a été créé par HashiCorp. C'est un langage qui n'est pas seulement là dans Terraform, mais aussi il est là dans d'autres produits. Pour ceux qui ont déjà joué avec Vault, la configuration Vault se fait avec ce même langage. Donc c'est un langage que HashiCorp essaye d'inclure dans tous ses produits. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est qu'ils voulaient un langage, et là c'est la définition que donne la société, qu'ils voulaient que ce soit un langage qui soit à la fois humainement facile à écrire, c'est-à-dire que moi quand j'écris du code Terraform, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facilement lisible, facilement éditable, mais ils ont pris en compte la possibilité qu'on avait maintenant des automates, si on pense à Jenkins ou tout ce qu'on veut, qui peut créer aussi du code lui-même. Et là, ils ont fait en sorte que nous, on écrive d'une manière, mais que si vous ayez un automate qui vient créer aussi du code, lui, il va l'écrire en JSON. C'est un autre format, mais Terraform est capable de gérer les deux. Alors, ce langage, comme tous les produits HashiCorp, il est open source. Vous allez le retrouver sous un repository qui s'appelle HashiCorp/HCL. Dedans, vous allez retrouver toutes les spécificités du langage et aussi le compilateur. Si vous allez sur le repo HashiCorp, sur l'organisation GitHub HashiCorp, vous allez aussi retrouver un repository qui s'appelle HCL2. En fait, ce sont les nouvelles versions, c'est la nouvelle version de ce langage qui devra arriver cette année, avec tout un tas de modifications. Pour l'instant, on est dans un langage qui se veut déclaratif. On va arriver de plus en plus vers un langage qui va être programmatique, avec des boucles et ainsi de suite. Si on rentre un peu plus dans Terraform et qu'on vient créer une ressource, eh bien, on l'a créé de cette façon. Donc ici, c'est du code HCL, donc c'est le langage que je vous ai parlé. Et on vient créer une ressource qui est de type AWS_instance. Donc on vient créer une ressource Amazon. Une instance au sens Amazon, c'est une VM. On vient lui donner un nom. Ici, moi je l'ai appelé web. Donc c'est un nom au sens Terraform, ça n'a aucun impact sur le provider. Et dedans, on va lui donner tout un tas de paramètres. Le premier d'entre eux, que je lui donne, il s'appelle AMI, c'est une image de machine virtuelle, et sa valeur c'est AMI 1, 2, 3, 4, 5. Je lui donne aussi un type d'instance. Instance type, c'est le gabarit de la machine virtuelle, ici c'est une très petite, c'est une T2.micro. Et puis je vais lui donner d'autres paramètres, et notamment des tags. Au sens Amazon, un tag, ce sont des labels qu'on vient imposer à des objets. Ici, name égale myInstance. On y reviendra un peu après sur ces tags, ça a une incidence de comment est-ce qu'on va gérer notre code après. Donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est que finalement, si vous voulez porter ce code sur Google, ou sur Microsoft, ou sur OpenStack, c'est pas possible. C'est-à-dire que Terraform n'est pas un outil qui se dit cloud agnostique. Tout le code que vous allez écrire, il va être spécifique à un provider. C'est-à-dire que si demain vous voulez déployer ce même code chez Google, eh ben, il faut le réécrire. Par contre, qu'est-ce qui est commun? C'est toute la façon dont vous allez gérer votre code. L'architecture de votre code, la façon de déployer vos topologies. Tout ça, ça va être commun. Mais le code, lui, va être distinct entre chacun des providers que vous avez choisis. Alors, si on prenait le cas contraire, finalement, si on se disait, ce serait bien quand même que Terraform soit un outil qui soit cloud agnostique, ça voudrait dire qu'il supporte les mêmes features sur chacun des cloud providers. Or, actuellement, Google, Azure, Amazon, si on prend les trois principaux, ils ont quand même des features qui sont très différentes. Par exemple, chez Amazon, on a un outil qui s'appelle ActiveMQ as a Service, qui est un outil d'ActiveMQ managé. Chez Google, on a énormément d'outils de machine learning. Chez Azure, on a des Mongo managés,
qui n'existe pas chez les autres. Et ça, Terraform sait le gérer. Et il sait le gérer seulement parce que le code est spécifique à chacun des cloud providers. Et c'est sa façon de faire. Donc là, on a créé une ressource. Tous les éléments sont statiques, mais on a aussi la capacité de mettre des variables. Par exemple, ici, on vient ajouter une variable. Donc tout en haut, c'est un autre type d'objet. On n'est plus sur un objet de type ressource, mais on est sur un objet de type variable qui s'appelle Ubuntu AMI. Donc c'est pour moi, dans le sens que je leur donne, c'est une image de machine virtuelle Ubuntu qui a une valeur par défaut, qui est la même que tout à l'heure, AMI 1, 2, 3, 4, 5. Et dans ma ressource, là où j'avais AMI 1, 2, 3, 4, 5 dans ma ressource, ici j'ai $accolade. Donc au sens Terraform, c'est que je viens interpoler, je viens donner un sens à cette chaîne de caractères, et ce sens, c'est la valeur de var.ubuntu.ami. Si on prend le code comme ça, finalement, ça ne change pas grand-chose, c'est encore statique. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut venir, quand on vient appliquer, quand on vient déployer notre code, on peut lui dire c'est quoi la valeur de la variable. Et cette valeur, on a 3 moyens de l'overrider. Le premier, c'est pour le mettre dans un terraform.tfvars, ça va être un fichier avec les valeurs qu'on va donner en ligne de commande en paramètres. Le deuxième moyen, c'est de le mettre directement dans la ligne de commande en disant bah, cette valeur-là a telle valeur. Ou encore le troisième moyen, c'est de le mettre en variable d'environnement. Donc ça, c'est les 3 moyens qu'on a d'overrider nos valeurs au sens Terraform. On a la même chose pour les sorties de topologie, c'est-à-dire que là, on a des variables, on a des ressources, on a aussi des outputs. On peut voir donc qui sont des éléments de sortie qui vont s'afficher à l'écran. On peut voir des topologies comme étant des fonctions que l'on vient instancier. On va faire une première démo. Alors, tout au long de la présentation, on va faire une démo. Le but à la fin, ça va être d'avoir un réseau sur Amazon et de créer 2 machines virtuelles. Et on verra que ces machines virtuelles, on va essayer d'avoir une même topologie pour créer ces 2 machines virtuelles, l'une dans un environnement de développement et l'autre dans un environnement de production. Donc déjà, on va créer notre topologie réseau. Alors, vous allez me dire si c'est assez grand. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas. Donc à gauche, j'ai mon éditeur de texte, à droite, j'ai un terminal. Donc ici, c'est une topologie réseau au sens Amazon, c'est-à-dire que j'ai plein d'objets. Prenons l'un des objets qui est un AWS VPC. Donc c'est un Virtual Private Cloud au sens Amazon. C'est un réseau. Donc ce réseau, je viens l'instancier avec un nom. Il s'appelle VPC. Je vais lui donner tout un tas de paramètres, notamment les tags, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, je viens créer tout un tas d'objets réseau. Donc tous les objets, on ne va pas s'y intéresser. Le but, c'est de créer une topologie réseau. Dans mon CLI, je peux faire un Terraform plan. Donc Terraform plan, comme je vous dis, c'est en ligne de commande. Terraform plan, ça veut dire que je viens planifier l'exécution de ma topologie. Donc si jamais j'exécutais, je déployais mon code, il va me créer 8 ressources. Il va en changer 0 et il va en détruire 0. Moi, ça me paraît bien. Donc là, je viens faire un Terraform apply. Et là, je vais dire, j'applique ma topologie. Donc j'applique mon code. Il va me déployer mon code sur Amazon. Donc là, il vient vraiment me créer mes réseaux et tous les objets sur Amazon dont j'ai besoin. Et au final, j'ai déployé 8 ressources. Bon, maintenant, mon code y vit. Mon code y vit, c'est-à-dire que je vais y revenir, je vais modifier des valeurs. Par exemple, on va rajouter une ressource qui s'appelle AWS_Security Group. Ça, c'est un firewall au sens Amazon. On va l'appeler my_fv. Et dedans, je dois lui donner 2 paramètres. Ces 2 paramètres, c'est un nom. Un nom au sens Amazon, donc c'est pas le même qu'au sens Terraform. Là, c'est vraiment dans Amazon, quand il va instancier l'objet, il vient lui donner un nom. Je vais l'appeler my_fv, comme ça. Et je dois lui donner le nom de son réseau. Donc c'est ce qu'on appelle un VPC ID. Et là, ce qui se passe, c'est que dedans, je lui redonne un $accolade pour lui dire je viens interpoler et je viens prendre l'ID d'un objet qui a été créé avant. Et cet objet, c'est un objet de type AWS VPC, .vpc, donc c'est l'objet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je viens prendre l'ID de cet objet. Je peux aussi lui donner d'autres types d'attributs. Par exemple, je peux lui donner le CIDR block. Un CIDR block, c'est une plage d'adresse IP. Mais ici, c'est l'ID qui m'intéresse. Et donc, quand il va créer ma ressource, il va aller chercher l'ID de l'objet déjà créé et le remettre en paramètre de l'autre ressource.
Donc là, si je fais un Terraform plan, comme le tf-state existe déjà, il est ici. Donc ici, hop, si on va tout en bas, comme ça inversé, ici on retrouve, ici c'est l'état. C'est l'état au sens Terraform. Et ici on retrouve tous les attributs de mon réseau que j'ai créé avant. Et comme il détecte qu'il a déjà créé tous ces objets, finalement il me dit, bah, dans ton code, il y a une seule chose qui change, c'est ton security group. Et du coup, je vais rajouter ce firewall. Donc quand moi je vais appliquer la topologie, je vais ajouter un seul objet. Donc c'est ici. Et je vais en modifier 0 et en supprimer 0. C'est normal, je n'ai pas modifié d'autres ressources. Donc quand je vais faire un Terraform apply, il va vraiment me créer ce seul objet. Donc voilà, donc là on a créé notre topologie réseau. Par contre, comme je vous l'ai dit, il a créé le firewall après avoir créé le VPC. Après avoir créé le réseau, parce qu'il avait besoin du réseau pour créer le firewall. Et ça, comment ça se passe dans Terraform? Eh bien, il vient créer un graphe. En fait, derrière toute la machinerie de dire quel objet je crée en deuxième, quel objet je crée en deuxième, et ainsi de suite, c'est un graphe qu'on retrouve derrière. C'est-à-dire que lui, quand il va modéliser notre code, il vient modéliser un graphe où le premier nœud, c'est le network. Après, on peut retrouver d'autres types d'objets en fonction de votre topologie. Par exemple, on peut retrouver des sous-réseaux, donc ce qu'on appelle des subnets, puis des VM. Et donc, il vient créer ces objets dans un certain ordre. Donc là, il vient créer le réseau, puis les firewalls, puis les VM. Ça marche bien quand je suis en mode création. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Terraform, on va être aussi capable de modifier notre code. Et là, le graphe, il peut s'avérer très très complexe. Par exemple, si ici, je viens modifier mon sous-réseau B, alors que j'ai un autre objet qui en dépend. Et là, on fait confiance à Terraform pour que lui, derrière, il en déduise qu'il doit d'abord supprimer la VM, puis supprimer le sous-réseau, puis recréer un autre sous-réseau, puis recréer une autre VM. Donc le graphe peut être très complexe, et c'est cette partie-là qui est vraiment le cœur de ce qui se passe dans Terraform pour la création d'objets. Et si on reprend nos trois éléments, notre tf-state, notre provider, et là on ne parle plus de topologie, mais de notre outil en ligne de commande, lui ce qu'il fait, c'est qu'en fait, quand il va aller chercher dans le tf-state, ce qui l'intéresse, c'est l'ID. C'est l'ID des objets. Donc si je reprends mon tf-state, lui, il va chercher qu'un seul attribut de mon tf-state, c'est l'ID de l'objet. Pourquoi que l'ID? Parce qu'en fait, en seconde étape, il vient rafraîchir son état. C'est-à-dire qu'il ne fait pas seulement confiance à son tf-state, mais il va aussi demander au provider, dis-moi réellement, c'est quoi l'état des objets que j'ai déjà déployés? Est-ce qu'ils existent toujours? Est-ce qu'ils n'ont pas été changés? Pourquoi? Parce que parfois, vous venez modifier vos objets à la main. Vous venez supprimer vos objets à la main. Ça peut arriver. Et ça, Terraform est capable de le prendre en compte. Tous les outils d'infrastructure as code ne le font pas. Et ça, c'est plutôt intéressant dans Terraform d'avoir cette fonctionnalité. Et ensuite, au final, il vient générer un graphe. Ce graphe, il vient le générer à partir de votre code, bien entendu, mais aussi à partir du tf-state modifié. Et en fonction de ces deux éléments, il vient en définir ce qui doit être créé, ce qui doit être modifié ou ce qui doit être supprimé. Et ensuite, seulement, il vient appliquer, il vient modifier les ressources dans le cloud provider. Et là, on est ici sur le graphe le plus complet que je vais vous présenter. Et dans l'infrastructure as code, on parle aussi d'idempotence. Qu'est-ce que c'est l'idempotence? C'est le fait que tout à l'heure, quand j'ai fait un Terraform apply, si je le faisais deux fois, bah, la deuxième fois, il n'allait rien me recréer. Parce que tous les objets étaient déjà existants, mon code était similaire au code que j'avais déjà déployé, et donc il en déduit que lui, il n'a rien à refaire. Et dans Terraform, comment est-ce qu'il fait ça? Bah, c'est quand le graphe qu'il a généré, lui, il n'y a aucun objet. Donc il en déduit qu'il n'y a rien à faire. Et c'est ce qu'on appelle l'idempotence dans l'infrastructure as code. Bon, je vous ai montré comment créer une ressource, comment mettre des variables. Ça, finalement, c'est assez simple dans Terraform. Moi, ce que je trouve le plus compliqué dans des projets, c'est le fait de pouvoir gérer du code à l'échelle. C'est-à-dire que vous n'avez jamais créé une seule ressource, ou deux ou trois ressources. Souvent, vous êtes dans des organisations plus complexes qui vont demander des dizaines, voire des centaines d'objets. Vous n'allez pas faire une seule topologie, mais vous allez en faire plusieurs. Vous allez déployer votre code de manière indépendante. Et c'est là qu'il nous faut une architecture de notre infrastructure as code. Et cette architecture-là, on parle de layer architecture. La layer architecture, c'est le fait de voir son code d'infrastructure comme des Lego qu'on vient empiler. Un peu comme ça. Donc en fait, on a des couches basses,
Les couches basses, ça peut être le network, par exemple. Donc ici, c'est un exemple. Après, on peut monter au-dessus, on peut créer des firewalls. On peut monter au-dessus, on peut créer des load balancers. Une fois qu'on a nos load balancers, puis nos firewalls et notre réseau, on peut déployer nos applications. Et en fait, c'est ces couches-là qui vont définir notre infrastructure as code, notre architecture de code. Donc ces couches-là, chacune des couches va représenter une topologie. Donc ici, la couche du bas, c'est une topologie réseau. On remonte, ça peut être le firewall, le load balancer, et ensuite les applications. Donc là, ça dépend vraiment de votre organisation, de qui vient modifier votre code, de qui vient l'appliquer. C'est vraiment à vous de le définir, et c'est super important de le définir pour éviter d'avoir un monolithe à la fin. Parce que si vous avez un monolithe, ça va être ingérable, et finalement, vous n'allez jamais pouvoir modifier votre code. Donc ici, par exemple, j'ai pris deux applications. Une application A, une application B. Dans ma vue, je les ai mises sur deux couches différentes, mais en fait, elles vont cohabiter sur la même couche. La différence, c'est que l'application A va avoir un cycle de vie qui va être différent de l'application B. Donc, obligatoirement, il faut que son code d'infrastructure soit dans deux topologies différentes. Parce que ça ne va pas être la même équipe qui va déployer son code en même temps. Le projet va arriver à un instant, par exemple ici pour l'application A, il va arriver avant l'application B, donc ça doit être déployé avant, mais aussi ça doit être supprimé avant, parce que le cycle de vie n'est pas le même. Et ça, il faut y penser quand on gère nos codes d'infrastructure. Et finalement, dans un projet Terraform, ici assez simple, ce qu'on retrouve, on retrouve un dossier par couche. Ici, j'ai encore simplifié, j'ai mis le réseau tout en haut, puis l'application A, puis l'application B. Et du coup, une topologie, c'est des fichiers dans un dossier. Ici, les fichiers, on a mis toutes les variables ensemble, toutes les ressources que l'on vient créer ensemble, toutes les outputs ensemble. Ça évite d'avoir des fichiers trop gros, c'est quand même du code, et on évite d'avoir des fichiers qui font 1000 lignes. Et aussi, on leur a donné des chiffres. Alors pourquoi est-ce qu'on leur a donné des chiffres? Finalement, la première couche, c'est le network. La deuxième couche, ça va être l'application. Et si vous avez un automate qui vient automatiser la création ou la modification, ou en tout cas la gestion de votre code, j'ai un automate qui vient dire je viens commencer par créer le network, puis je viens créer l'application. Là, j'ai deux moyens de le faire. Soit je fais des choses un peu complexes, soit je le fais plutôt simple. Et finalement, si vous prenez vos dossiers par ordre alphabétique, il va créer couche par couche. Et ça, c'est très simple à faire. Donc c'est pour ça qu'on retrouve 0.1, 0.2. Donc là, on est sur un projet Terraform, finalement avec deux couches, mais la deuxième couche, il y a deux applications. Mais maintenant, on a des topologies différentes. Et comment on vient gérer les dépendances entre nos topologies? C'est-à-dire que j'ai deux topologies qui vont vivre ensemble, mais j'ai une topologie où, par exemple, je vais créer un réseau, l'autre topologie où je vais avoir besoin d'instancier des VM dans un réseau, et du coup, j'ai besoin de référencer ce réseau. Et pour faire ça, on va utiliser une technique qui s'appelle les data sources. Alors, un data source, c'est un principe. Donc, ce principe, c'est le suivant. On a une topologie qui vient créer des objets. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de tags, et c'est là qu'on prend le sens des tags. C'est-à-dire que je viens créer des objets dans ma topologie, et ces objets, par exemple le VPC que j'ai créé, le réseau que j'ai créé, je l'ai créé avec des tags. Ces tags, si on reprend mon code, c'était un nom, Mathieu VPC, et un owner, Mathieu Herbert. Ça, c'est pour que mes collègues ils savent que c'est moi qui l'ai créé. Et ces tags-là, en fait, dans ma topologie application où je vais appeler cette ressource, je vais récupérer cette ressource que j'ai déjà créée, basée sur ces tags. C'est-à-dire que je vais avoir un objet où je vais dire, j'aimerais bien avoir un réseau que j'ai déjà créé, et ce réseau, je vais le chercher en fonction de tags. Pourquoi? Parce que des tags, si c'est humainement compréhensible, c'est plus facile à lire plutôt que de dire je vais chercher le réseau qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je préfère aller chercher un réseau qui s'appelle mon réseau de l'environnement dev plutôt que le réseau VPC-456. Et ça, c'est ce qu'on appelle une data source, la capacité d'aller chercher des objets déjà existants. Il y a d'autres techniques qui existent en se basant sur les outputs des TF-state, mais ici, ce n'est pas cette technique qu'on va utiliser. L'avantage, c'est qu'on est totalement indépendant des TF-state Terraform. Alors, comment ça se présente au sens Terraform, ce type d'objet? Donc si on voit à droite, c'est un objet de type data.
cet objet de type data, on va chercher un objet de type AWS VPC. Donc là, encore, on est spécifique au cloud provider. On est spécifique à l'objet qu'on vient chercher. Donc je viens chercher un objet de type AWS VPC. Cet objet, je viens lui donner un nom, myVPC, et je viens lui donner les filtres que je viens sélectionner. Donc ces filtres, ici c'est un tag. Le tag name égale myVPC. Vous pouvez lui donner d'autres types de filtres. Et dans ma ressource, donc là où j'avais l'ID du VPC, ici c'est $accolade, data. Je vais lui dire, je viens te mettre un objet de type data. Le type, AWS VPC, le nom, myVPC, et l'ID. Mais on voit aussi que plus bas, le CIDR block, c'est la plage d'adresse IP. Déjà, je vais lui donner une fonction qui s'appelle CIDR subnet. Dans Terraform, on a toute une liste de fonctions qui vont nous permettre de jouer avec des plages d'adresse IP, de jouer avec des maps, de jouer avec des listes, de jouer avec des chaînes de caractères aussi. Donc là, c'est une fonction. Je ne vais pas venir dans le détail de cette fonction. Mais cette fonction, elle appelle en paramètre un objet. Cet objet s'appelle data.awsvpc.myvpc.cidr bloc. Donc là, c'est plus l'ID que je viens lui donner en paramètre, mais c'est le CIDR bloc, la plage d'adresse IP de mon VPC. Donc je peux aller rechercher tout un tas de types d'attributs sur des objets déjà créés. Alors, le nombre de data sources, le nombre de types d'objets que je peux aller chercher va dépendre énormément en fonction du cloud provider. Si vous allez sur Amazon, vous pouvez aller chercher tout un tas de types d'objets différents. Vous pouvez aller chercher en recherche tout un tas de types d'objets différents. Si vous allez chez Google ou chez Azure, ce nombre d'objets est assez conséquent, mais un peu moins. Par contre, si vous allez chez d'autres providers, comme OpenStack, comme Kubernetes, là, le nombre de data sources est très faible. Donc ça dépend vraiment du cloud provider. Cette compatibilité-là dépend réellement du provider que vous avez sélectionné. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs champs qui sont possibles. Ici, on a parlé d'ID, on a parlé de plage d'adresse IP. Et l'autre avantage, c'est que ces data sources sont rafraîchies à chaque apply. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je viens réappliquer mon code, il vient rafraîchir l'objet qui a été sélectionné. Et du coup, si vous lui donnez un autre filtre, il va aller rechercher un autre objet. Particularité, notamment sur l'AWS VPC, mais c'est le cas pour les 90% des objets. S'il revient chercher 0 objet, donc c'est-à-dire que la recherche que vous avez faite ne correspond à aucun objet, il va sortir en erreur. Si la recherche que vous avez effectuée répond à plus d'un objet, donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'un objet qui vient matcher votre recherche, il va aussi sortir en erreur. Il faut seulement que vous en ayez un. Donc il faut penser à ces tags à l'avance, mais ça après c'est aussi une hygiène dans toute infrastructure, c'est d'avoir une bonne hygiène au niveau des tags qui représentent votre organisation. C'est plus facile même dans les consoles web d'aller chercher des objets à partir de tags qu'à partir d'ID. Et l'autre avantage de cette technique, c'est que si vous avez déjà de l'infrastructure qui est déjà créée, c'est-à-dire que vous avez déjà du CloudFormation qui a déjà été créé, par exemple, sur Amazon, ou dans toute autre technologie, et ben vous pouvez commencer à créer des topologies qui viennent chercher des objets existants sans problème. Et c'est comme ça souvent qu'on commence à mettre du Terraform dans son architecture, c'est-à-dire en allant chercher des objets déjà existants. Et avec cette technique, l'avantage, c'est que vous n'allez pas mettre des ID en dur. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire bah, l'ID de ce réseau, c'est ID 1, 2, 3, 4. Là, vous allez chercher des objets à partir de tags, et c'est quand même beaucoup plus propre. On va passer à l'autre partie de notre démonstration. Là, on va commencer à créer notre topologie applicative. Donc on va reprendre, je vais vous montrer un peu mon répertoire Terraform. Ici, j'ai 0.1 underscore network, 0.2 underscore application. Je suis désolé, je ne peux pas zoomer plus avec cette IDE. Et dans ce 0.2 application, eh ben, je retrouve un fichier output. Donc ça, on n'en a pas réellement parlé, mais ici, un fichier output, c'est en sortie les éléments de ma topologie. C'est-à-dire que tout à l'heure, on va voir, mais il va me sortir un élément qui s'appelle environnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va chercher à déployer notre topologie sur un environnement de dev et aussi sur un environnement de production. Je retrouve des variables. Bon, ici, je viens lui donner un objet de type environnement. Et j'ai retrouvé une topologie qui est pour l'instant vide. Alors, moi, dans mes variables, je vais aller rechercher mon réseau. C'est-à-dire que mon application va avoir besoin du réseau que j'ai déjà créé
pour aller finalement se mettre dans ce réseau, se déployer dans ce réseau. Donc là, je vais aller appeler un objet de type data qui va s'appeler AWS VPC. Je vais l'appeler application VPC. Et là, je vais lui donner mes critères de recherche. Bon là, c'est assez simple parce que mes critères de recherche, en fait, c'est mes tags que j'ai créés tout à l'heure. Et donc là, je viens les mettre dans ma topologie sous la forme de critères de recherche. Donc là, il va aller chercher un VPC où les tags correspondent à un name égale quelque chose et un owner égale quelque chose. Alors, et on va rester sur ce fichier variable, environnement. Je vais mettre sur 0.2. Hop. Donc là, si je fais un Terraform plan, il va me demander, donc là, il va pas me dire je vais créer des objets, mais il va me dire ce serait bien que tu rentres une valeur pour la variable environnement. Pourquoi? Parce que dans cette variable environnement, j'ai pas de valeur par défaut. C'est-à-dire qu'il attend à ce que je lui donne une chaîne de caractères en entrée. Je peux la taper sur mon shell, mais moi je vais plutôt faire une autre technique. C'est la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est qu'on va avoir deux fichiers avec une liste de variables. Ici, j'ai mes variables pour ma production, mes variables pour mon environnement de développement. Et dedans, ma clé, c'est environnement, ma valeur, c'est dev. Pour la production, ma clé, c'est environnement, ma valeur, c'est prod. Et là, quand je vais appliquer mon code Terraform, quand je vais planifier mon code Terraform, je vais lui donner en ligne de commande un argument qui s'appelle -varFile, dans quel fichier de variables je vais retrouver mes variables. Et ce fichier s'appelle variables-dev.tfvars. Et du coup, là, si je fais mon Terraform plan, il va utiliser cette variable en entrée. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a aussi été chercher mon VPC. Il a été rafraîchir l'état de ce VPC qu'il a été chercher. Comme c'est un data source, il va aller regarder si ce VPC existe bien. Ici, on n'a créé aucune ressource dans cette topologie. On va y arriver, on va aller créer des ressources juste après. Alors, moi ce que je veux, c'est que ma façon de définir, ma façon de créer une application soit la même à travers toute mon organisation. C'est-à-dire que potentiellement, j'ai plusieurs topologies qui viennent utiliser le même code. Et ça, c'est possible grâce à ce qu'on appelle des modules sur Terraform. Et finalement, c'est la capacité de faire de l'abstraction dans un outil d'infrastructure as code comme Terraform, c'est de créer des modules. Et ici, je vais avoir un module application qui va prendre en paramètre des éléments. Il va prendre en paramètre mon réseau. Il va prendre le nom de mon environnement, le type de l'instance. Il va créer des ressources. Ressources, ça peut être une instance, un security group. Et il va aussi avoir des outputs. Mon DNS de l'instance, que je vais pouvoir m'y connecter après. Et il va aussi me ressortir l'environnement. On va voir que c'est pour savoir sur quel environnement je suis. Et ça, finalement, ce module, je vais l'utiliser dans ma topologie de l'application A, dans ma topologie de l'application B. Et ce qu'on peut, ici, c'est pour la démonstration, mais souvent, ce qu'on a dans des organisations un peu complexes, c'est que vous avez une équipe qui va définir comment créer une VM avec des tags, avec un fichier d'initialisation spécifique où vous allez faire du hardening, avec un type de machine virtuelle bien spécifique. Et du coup, c'est cette équipe qui peut maintenir le module et d'autres équipes qui viennent utiliser ce module. Et c'est là qu'on arrive vraiment à l'abstraction dans notre code. Donc, au sens Terraform, si on va dans le code, pour appeler un module, c'est assez simple. Je viens dire, là c'est plus une ressource, c'est plus une variable, c'est un objet de type module qui a un nom, application. Je vais lui donner une source. Cette source, ici c'est en local, c'est un dossier qui s'appelle modules/application. Donc ça c'est ma source. Donc il faut que mon module se trouve dans ce répertoire. Je vais lui donner une type d'instance. Ici c'est un gabarit de machine virtuelle, un environnement, production. Et en fait, j'ai tout un tas de paramètres que je peux lui donner, en fonction de ce que mon module prend en charge. Alors, l'avantage, c'est que le module n'est pas forcément en local. Ici, il sera en local, mais vous pouvez aussi mettre vos modules accessibles depuis des répertoires HTTP, depuis S3, depuis Azure Blob Storage, mais aussi depuis GitHub. C'est-à-dire que vos équipes elles peuvent créer des modules dans des répertoires Git différents, les réaliser avec GitHub, et vous pouvez les référencer dans votre code. Et vous pouvez aussi faire du versionning sur ces modules. Ou le dernier moyen,
c'est ce qu'on appelle la Terraform Registry. La Terraform Registry, c'est une sorte de repository de modules communautaires qui vont être mis à disposition soit directement par certains providers, soit par des personnes qui viennent alimenter des modules, c'est-à-dire qu'on va avoir des modules officiels ou non. Par exemple, vous avez des modules pour, à partir de 3 lignes, venir créer sur Amazon des VM où vous installez Consul. Ça, c'est très facile. Vous avez aussi toute la topologie réseau que je vous ai montrée, elle est aussi disponible dans un module qui a été créé par Amazon, où ça va, vous avez vu tous les objets complexes, vous appelez juste ce module et ça va vous créer tout ce réseau. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça s'appelle la Terraform Module Registry. Comment nous, on va utiliser ce module? Donc moi, j'ai déjà défini un module ici, qui s'appelle Application. En fait, on peut voir qu'un module, c'est finalement une sous-topologie qui a des variables. On va les utiliser tout à l'heure. Et surtout, en fait, les ressources qu'il va nous créer, c'est un security group, un firewall, une instance, une machine virtuelle. Et en fait, dans cette machine virtuelle, je vais lui donner un script au démarrage. On va passer rapidement là-dessus, mais en gros, j'installe Nginx et je viens modifier la page d'accueil. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est comment on utilise ce module. Donc très simplement, comme je vous ai montré, on va appeler un objet de type module. On va l'appeler application. Ma source, c'est là où il se trouve sur mon répertoire. Donc moi, c'est dans .module/application. Donc il se trouve ici. Et là, j'ai tout un tas de paramètres. Donc l'environnement, bah ça c'est une variable que j'ai mise tout à l'heure, qui s'appelle var.environnement. L'instance type, le gabarit de la machine virtuelle, pour que mon chef soit content, je vais mettre une toute petite machine virtuelle. Et comme ça coûte très peu cher. Et il me faut aussi le VPC ID. Donc le réseau dans lequel ma machine virtuelle vient se mettre. Et on a été le créer tout à l'heure. C'est-à-dire que si je reviens dans ce fichier, on a été chercher un VPC, chercher un réseau. Du coup, je remets $accolade. Je vais aller chercher mon réseau qui s'appelle data.aws_vpc, le nom de mon VPC, .id. Et donc là, il va passer, quand je vais instancier mon code, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller instancier toutes les ressources qui se trouvent dans mon module. Moi, peu importe ce que c'est, j'utilise juste ce module. Et je vais aussi aller décommenter cette partie-là. En fait, je veux qu'en sortie, il vienne nous afficher le nom DNS de l'instance pour y aller via le navigateur. Alors, ça c'est bien, mais je vous ai dit que moi je voulais à la fois le déployer sur un environnement de dev, à la fois sur un environnement de prod. Et surtout, ce que je veux, c'est qu'on veut travailler avec un seul code sur tous les environnements. C'est-à-dire que, comme on dit dans le code logiciel, dans le code classique, par exemple, vous buildez une fois votre image Docker, vous la déployez sur tous les environnements. Bon, on veut faire pareil avec notre code d'infrastructure, c'est-à-dire avoir le même code qui suit l'environnement de dev jusqu'à la prod. Et comment on peut faire ça? Si on reprend notre projet Terraform, ce que j'ai rajouté, c'est des variables par environnement. Ça, on les a déjà vus tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir une liste de variables par environnement. Et finalement, il n'y a que ça qui change. C'est-à-dire que ce code-là, je vais pouvoir le déployer en staging et en prod. En dev, staging, prod, ou tous les environnements que vous voulez. Et ça, c'est possible. C'est possible dans Terraform avec ce qu'on appelle des workspaces. Un workspace, ce sont des TF state isolés que vous allez pouvoir jouer, enfin, en tout cas, vous allez pouvoir switcher en ligne de commande. Vous êtes sur un workspace default. Celui-ci, on va pas l'utiliser. Nous, on va créer notre propre workspace qui va être le nom de mon environnement, Terraform Workspace New Dev. Donc, je viens créer un workspace pour mon développement qui va être totalement isolé des autres workspaces. Et quand je viens appliquer mon code, et ce que je vais lui donner en paramètre, c'est le seul élément différenciant par environnement, c'est mon fichier de variable qui est spécifique à mon environnement. Ici, c'est le dev.tfvars. Maintenant, allons sur un autre environnement. Allons sur la staging. Et je vais faire pareil. Je vais faire Terraform Workspace New Staging. Et là, je vais être totalement isolé de la dev. Et quand je vais appliquer mon code, je vais l'appliquer avec les variables qui correspondent à la staging. Et c'est comme ça que je vais pouvoir travailler de manière isolée entre mes environnements avec le même code. Allez, on va aller déployer notre application. Donc, si je fais un Terraform Workspace List, je vais faire plutôt ça. Terraform Workspace List. Ici, j'ai un seul
un seul workspace qui s'appelle default. Donc si je suis un Terraform workspace new dev, bon là je passe sur un nouveau workspace. Nous ce qui nous intéressait c'est faire un Terraform apply-var file de mon environnement de dev. Donc là, déjà il vient rafraîchir mon type state, ce qui est pas mal. Et il va me dire qu'il va créer 4 ressources. Ce sont les 4 ressources de mon module, et notamment la plus importante, qui est mon instance, ma VM, qui va avoir à l'intérieur mon application. Là, je vais faire yes. Ce qu'on peut voir à gauche, en attendant que ça se crée, ça va prendre quelques secondes, c'est que tout à l'heure, j'avais mon TFState à plat. C'est-à-dire que j'avais un terraform.tfstate qui comprenait tous mes attributs. Ici, finalement, il a créé un dossier. Ce dossier est par workspace, et dedans, je vais avoir un tfstate par workspace. Bon, là, il m'a créé ma VM. Maintenant, je vais aller créer un nouveau workspace qui va s'appeler prod. Et là, j'ai réappliqué mon code avec les variables de production. Et là, il me dit, j'ai 4 ressources à créer. Donc déjà, c'est bien, il ne va pas venir overrider, il ne va pas venir supplanter les objets qui ont déjà été créés sur l'environnement de dev. Moi, je vais faire yes. Il va venir me créer mes ressources. Alors, les tfstate ici, ils sont en local. Mais en fait, c'est pas ça que vous allez faire quand vous allez commencer à travailler à plusieurs. C'est que vos tfstate, eh ben, vous allez les mettre dans un repo centralisé, pas sur GitHub, mais plutôt sur S3, sur Azure Blob Storage, sur Artifactory, sur du Consul aussi. Vous avez tout un tas de back-end de stockage qui sont là pour vos tfstate. Et comme ça, vous allez pouvoir travailler à plusieurs sur la même infrastructure, en tout cas sur le même état d'infrastructure. Et ça, c'est très important. Donc là, il m'a créé mes 2 applications. On va se remettre sur le workspace de dev. On va faire un workspace select dev. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les éléments de sortie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, j'ai défini des variables d'output, des éléments de sortie de ma topologie, qui sont l'instance et mon environnement. Et bien, pour accéder à ces valeurs, je vais faire un Terraform output. Et là, j'ai le nom DNS, en tout cas l'IP de mon instance. C'est parfait, on va aller s'y connecter. C'est là que j'ai la petite sueur qui tombe. Ouais, ça marche. Donc là, j'ai une première instance qui vient de se créer sur mon environnement de dev. Ici, on voit que ça, c'est dev. C'est la cosmétique que je lui ai mis. Et bien sur la prod, c'est pareil. Donc ici, j'ai une deuxième instance qui est sur l'environnement de prod-like, avec une variable environnement qui est différente. Donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire faire une topologie. Et pour le même code, vous allez le déployer sur 2 environnements différents. Et Terraform propose aussi ces capacités-là, avec des workspaces. Alors, pour conclure, finalement, on a vu que créer des ressources, c'est assez facile. En fait, c'est facile si vous maîtrisez ce que vous allez créer. C'est-à-dire si vous avez quand même des connaissances de votre cloud provider. Vous êtes incapable de créer une machine virtuelle sur Amazon si vous ne connaissez pas comment Amazon fonctionne. Et finalement, quand on s'intéresse à Terraform, le plus complexe, c'est comment est-ce qu'on va gérer son code à l'échelle. C'est-à-dire comment on va passer d'un code d'infrastructure, on va seulement créer une VM, à un code d'infrastructure, on va créer plein de réseaux, plein de VM, qui vont être partagés entre différentes équipes, et comment est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer son code. C'est là que les systèmes d'architecture en couche sont plutôt intéressants. Les modules sont encore plus intéressants parce que vous allez pouvoir avoir des équipes qui viennent créer des modules, gérer la complexité, et d'autres équipes qui viennent utiliser ces modules. Alors dans Terraform, on a une nouvelle version qui va apparaître, qui est la 0.12. Cette version va apporter grandement des améliorations au niveau du langage. Donc là, on est sur un langage très déclaratif. On n'a pas de boucle. Donc ça, c'est un peu compliqué. Il y a d'autres méthodes. Donc dans la Terraform 0.12, il y a des grosses améliorations sur le langage. Et surtout, le challenge qui va arriver pour Terraform, c'est comment assurer la compatibilité avec les cloud providers. Terraform travaille avec les cloud providers. Soit les cloud providers viennent les maintenir, mais surtout, soit c'est Terraform qui va maintenir les compatibilités, mais surtout Terraform lie des partenariats avec les cloud providers. Par exemple, Terraform a un partenariat avec Amazon, ce qui lui a permis, au lancement du service ActiveMQ as a Service, d'avoir le jour même l'intégration avec ce nouveau service dans Terraform. Et ils ont un système de release qui est beaucoup plus rapide que l'outil même de Terraform qui s'appelle CloudFormation. Et l'autre challenge, c'est
de continuer à améliorer le nombre de providers qui supportent. Et il y a 2 jours, Terraform, en tout cas le patron d'HashiCorp, a annoncé qu'il supportait Helm de manière officielle. Alors Helm, c'est un système de packaging pour Kubernetes. Et donc Helm devient provider officiel de Terraform. Et au fur et à mesure, Terraform essaye d'augmenter le nombre de providers supportés de manière officielle. Et en même temps, dans ce tweet, ils annonçaient que le développement de l'intégration avec Kubernetes reprenait, parce qu'il avait été un peu laissé tomber. Il y avait une petite discussion dans la communauté Terraform de pourquoi supporter Kubernetes. Et donc là, ils reprennent aussi les développements. Et donc c'est aussi ce challenge-là que doit faire Terraform, le nombre de providers qu'ils supportent et comment est-ce qu'ils supportent de manière active ou non. Merci.